D'accord. Donc, bonjour à tous. Je tiens à remercier les organisateurs de cette formation. Je pense que ça, c'est une des solutions que je vais aborder lors de la présentation, c'est-à-dire organiser des ateliers de sensibilisation et de formation pour ce qui concerne les relations de l'homme au changement climatique, surtout en Afrique. C'est à féliciter de l'ONG Bienvert qui déjà apporte des solutions au niveau de la Côte d'Ivoire en termes de mesures ou bien de méthodes de lutte contre le changement climatique. Et donc, je voudrais remercier l'ONG et remercier tous les participants à cette formation. Et bon, voilà, la modératrice m'a déjà présenté, donc je n'ai pas grand chose à dire sur cette première diapo. Je vais faire un exposé qui va tourner autour de trois éléments, ou bien de trois grands éléments. D'abord, on va voir les tendances régionales du changement climatique en Afrique. Aussi, on va voir aussi quelques méthodes de lutte contre le changement climatique. Donc, les méthodes de lutte, il y en a de toutes sortes. Au niveau individuel, on peut lutter contre le changement climatique. Au niveau de la communauté, on peut le faire. Au niveau des entreprises, on peut le faire. Donc, on va essayer d'aborder quelques points de méthodes de lutte contre le changement climatique. Et il faut dire que ça sera plus local, c'est-à-dire quoi, diriger un peu vers ce que l'Africain peut faire, ou bien ce que l'Ivoirien peut faire à son même niveau pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Et nous allons terminer par la relation qu'il existe entre le changement climatique et la transition énergétique. Je pense que c'est un thème qui n'est pas nouveau, mais qui n'est pas assez utilisé en Afrique et en Côte d'Ivoire. Voilà. On ne se tourne pas beaucoup plus vers les solutions de transition énergétique, d'énergie renouvelable, alors qu'on a les ressources, je vais parler de naturel, on a les ressources pour pouvoir exploiter ce volet-là. Donc, qu'est-ce qu'on pourra retenir à la fin qu'est-ce qu'il faut retenir, les participants pourront retenir à la fin de cette formation? D'abord, ils seront capables de pouvoir fournir des informations sur les tendances du changement climatique en Afrique. Ils pourront aussi énumérer les méthodes de lutte contre le changement climatique à notre niveau en Afrique, en Côte d'Ivoire. Aussi, ils pourront expliquer l'importance de la transition énergétique face au changement climatique. Et d'entrée de jeu, comme je le disais, en ce qui concerne le premier volet, c'est-à-dire les données et les tendances régionales du changement climatique en Afrique. Il faut dire que ces données que nous allons vous présenter proviennent du document de l'Organisation mondiale de la météorologie. Donc, ils ont fait un état du climat en Afrique en 2024. Et donc, ce sont ces données, ces informations qui sont un peu résumées ici et que je vais vous présenter. D'abord, comme le disait le monsieur Kwame, l'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais qui subit le plus les effets du changement climatique. Et donc, vous pourrez voir en tête qu'au niveau de l'Afrique, on a, en plus de ce qu'on voit mondialement, on a la même chose en Afrique, mais un peu plus accentuée. Donc, c'est-à-dire quoi? La hausse des températures, on le ressent en Afrique. Aussi, l'augmentation des vagues de chaleur et même des extrêmes climatiques, c'est-à-dire que ce soit les inondations et autres, on le perçoit bien au niveau de l'Afrique. Et en ce qui concerne l'Afrique, ici, nous avons cette figure qui nous présente les anomalies de température qui sont en quelque sorte les écarts de température qui existent entre l'année 2024 et des années de référence. Donc, ici, l'année de référence qui a été prise, c'est 1900. Donc, de 1900 à 2024. Et on peut voir ici que, en se basant sur les jeux de données, sur les 6 jeux de données, de 1900 à 2020, on remarque simplement qu'on a un pic de température. La température ne fait que augmenter. Et si l'on veut se référer au niveau africain, en prenant les différents compartiments de l'Afrique, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, l'ouest de l'Afrique, l'Afrique du centre, l'est de l'Afrique et l'Afrique australe, on peut voir qu'il y a des écarts vraiment importants entre la température qu'on a observée en 2024
et puis la moyenne de la température qui était entre 1961 et 90 et entre 1991 et 2020. Ici, ce qui est présenté, je ne sais pas si je peux mettre je peux mettre un pointeur. Oui, je peux le mettre. Ici, cette donnée, c'est ce qu'on appelle généralement l'anomalie de température. L'anomalie de température, c'est quoi? C'est l'écart entre la température observée et la température de référence. C'est-à-dire qu'entre 1961 et 1990, on a calculé la température moyenne qui était entre cette période-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la température qu'on a observée, c'est pas ça, la température qu'on a observée en 2024 moins la température moyenne qu'on a observée au cours de cette période. Et c'est ce qui nous donne ces différentes températures que vous voyez ici, au niveau du curseur. Donc, on peut voir que dans tous les compartiments de l'Afrique, il y a eu une hausse de la température. On peut aussi remarquer que en comparant la température observée par rapport à celle qui est observée en 1961 et 90, l'Afrique du Nord est la partie de l'Afrique qui a une hausse importante de température, c'est-à-dire 2,14 degrés. Et lorsqu'on refait la même chose, mais en changeant la période, c'est-à-dire en prenant 91-2020, on voit aussi que c'est pratiquement les mêmes tendances. Toujours l'Afrique du Nord qui a, comment on appelle ça, qui a une hausse de température plus élevée par rapport à tous les autres compartiments de l'Afrique. Et on remarque que si on veut se référer à la période 61-90, on remarque que pour toute l'Afrique, c'est toute l'Afrique combinée. Bon, il y a ici les îles de l'océan Indien qui sont là-dedans, mais on observe qu'on a une hausse en 2024 de 1,53 degrés par rapport à la température qu'on observait entre 1961 et 90. Et on a une hausse, en considérant la période 91-2020, on a une hausse de 0,86 degrés. Pour résumer, en 2024, pour ne pas dire que depuis si on veut prendre la température passée et celle qu'on a observée en 2024, dans toute l'Afrique, on a une hausse des températures. Mais on remarque que c'est l'Afrique du Nord qui a le pic de température la plus élevée. Et donc, au niveau des précipitations, parce que lorsqu'on parle de changement climatique, on parle de température, mais aussi il y a les précipitations. Donc, en se basant toujours sur les références des précipitations en 2024, ici, on a cette carte-là qui montre l'anomalie de précipitation. C'est pratiquement le même procédé avec les températures. C'est-à-dire qu'on a essayé de calculer la précipitation. On a pris la précipitation qu'on a observée au niveau de l'Afrique en 2024 et qu'on a soustrait à la précipitation moyenne au niveau de la période 90-2020, si je ne me trompe pas. Et c'est ce qu'on remarque ici. On peut voir ici que les zones qui sont en bleu, les zones qui sont de taches bleu cyan, ici, on a eu une hausse de précipitation. On a eu une hausse de précipitation. Par contre, la coloration brune, ça nous montre ici qu'on a eu une insuffisance de précipitation. Et ça, c'est pour l'année 2024 en comparant avec les précipitations qu'on pouvait avoir entre 90 et 2020. Pour l'image de droite, là, c'est uniquement c'est la précipitation pour l'année 2024. Précipitation annuelle pour l'année 2024. Ici, pour ne pas revenir, ici, il faut remarquer, si je vais localiser ici la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est dans cette partie-là de l'Afrique. On peut voir ici que c'est le brun qui se présente à ce niveau. Donc, ça veut dire qu'en 2024, en Côte d'Ivoire, on a eu une insuffisance de précipitation. Et lorsqu'on fait le même procédé, mais cette fois-ci en considérant la précipitation annuelle pour 2024, au niveau de l'Afrique, ici, le vert représente une augmentation des précipitations, donc des précipitations plus importantes. Et par contre, ici, le marron, si je peux m'exprimer ici, représente une insuffisance de précipitation qui était observée en 2024.
Ici, on peut voir qu'en 2024, et ça, il y a plusieurs documents qui spécifient ça, il y a eu une hausse des précipitations au niveau du Sahara, au niveau du Sahel. On considère généralement ce niveau-là à des températures élevées. Mais pour l'année 2024, on peut constater qu'on a eu là-bas une hausse de précipitations. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, ça montre à quel point l'Afrique est impactée par le changement climatique. Et cette diapo qui suit, j'ai relevé quelques événements climatiques extrêmes qui se sont produits en Afrique, surtout en 2024. Et donc, nous allons aller région par région. En Afrique australe, pardon, en Afrique australe, on a vu qu'en 2024, on a eu une sécheresse qui était très importante, notamment en Zambie, Malawi et au Zimbabwe. La Zambie et le Malawi ont déclaré l'état de catastrophe nationale après avoir connu leur pire sécheresse depuis au moins 20 ans. Et ça, ce sont les effets du changement climatique qui agissent sur l'Afrique. Voilà. Depuis 20 ans, la Zambie et le Malawi n'avaient pas connu cet état de sécheresse-là. Mais en 2024, on a observé que, voilà, on a eu cette situation-là qui s'est produite là-bas. En mars, au niveau de la Mozambique, il y a eu une tempête qui a provoqué des morts et même des déplacements de population. Et ça, ce sont les événements climatiques qu'il y a eu en 2024. En mai de la même année, il y a eu un cyclone qui, au niveau de certaines régions du sud de la Tanzanie. Donc, ça, c'est pas de manière, comment on appelle ça, c'est pas une liste exhaustive. Voilà. J'ai juste sélectionné des événements climatiques au niveau de cette partie de l'Afrique là. Donc, si vous fouinez encore dans la littérature, vous allez trouver qu'il y a d'autres événements extrêmes qui se sont passés encore au niveau de cette région de l'Afrique. En ce qui concerne l'Afrique de l'Est, on a eu des pluies exceptionnelles qui ont créé de graves inondations au Kenya, en Tanzanie et au Burundi. Et cela a coûté la vie à plus de 700 000 personnes. Cela a coûté la vie à plusieurs personnes, à donner. Et il y a eu plus de 700 000 personnes qui ont été touchées. Généralement, quand on dit qu'ils ont été touchées, soit ces personnes-là se sont déplacées, soit ces personnes-là ont eu des biens qui ont été détruits et qui font que finalement, elles se retrouvent dans une situation de précarité qui est un peu, qui est dommage, que quelqu'un ne peut pas se relever. En juillet de l'année 2024, la Fédération internationale des sociétés de croissant rouge a indiqué que le glissement de terrain qui est survenu en Éthiopie a fait 236 morts. 236 morts. Et on dit que c'est ce qui fait le plus meurtrier de l'histoire de l'Éthiopie. Donc, depuis la création de l'Éthiopie, il n'y avait jamais eu un événement naturel comme ça qui avait causé autant de morts. Et ça, ce sont les effets du changement climatique sur l'Afrique, en particulier au niveau de l'Afrique de l'Est. À la mi-mars de 2024, on nous dit ici qu'il y a une vague de chaleur au Soudan du Sud et même que les températures atteignaient 45 degrés Celsius. Voilà. 45 degrés Celsius, ça carrément s'entraîne la mort. Bon, comme les Africains sont un peu habitués à la chaleur, mais je ne pense pas qu'en Europe, si il y a un pic de 45 degrés Celsius, je ne pense pas que la population va rester intacte comme ça. Et donc, ça, ce sont les événements qui sont arrivés au niveau de l'Afrique de l'Est. Au niveau de l'Afrique centrale, il y a eu différents pays qui ont subi de graves inondations, donc notamment le Cameroun, le Tchad et puis la République centrafricaine. Et ces inondations ont causé des dégâts vraiment considérables, un déplacement de population, et on a environ 1,9 million de personnes qui ont été affectées au cours de cette inondation. En décembre 2024 de la même année, il y a eu de fortes pluies au niveau de la République démocratique du Congo. Et cela a entraîné d'importants dégâts et des déplacements de population dans la province. Et donc, tous ces éléments que je relais
c'est dû au changement climatique. Ce n'est pas dû à autre chose, c'est dû au changement climatique. En Afrique de l'Ouest, où se trouve la Côte d'Ivoire, on a vu que le changement climatique a eu un impact sur l'éducation, la scolarité des enfants. Et il y a un rapport de l'UNICEF qui indique qu'au moins 242 millions d'enfants dans le monde ont manqué l'école en raison des événements météorologiques, dont un important nombre en Afrique subsaharienne. Donc, même l'éducation n'est pas épargnée par les effets du changement climatique. Donc, le rapport de l'UNICEF montre que ça a eu d'importants incidents au niveau de l'éducation, mais la partie du monde qui a été beaucoup plus touchée, c'est l'Afrique de l'Ouest qui a été beaucoup plus touchée par cela. On a eu des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et qui ont touché 4 millions de personnes dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Ici même en Côte d'Ivoire, on a vu actuellement avec les périodes de pluie, à chaque période de pluie, il y a mort d'hommes. À chaque période de pluie, il y a mort d'hommes, il y a des biens qui sont détruits. Voilà. Et donc, tout ça, c'est dû au changement climatique. Au Nigeria, les inondations ont fait au moins 230 morts et ont déplacé 600 000 personnes. Et ces éléments que je vous donne, ce sont les éléments qui ont eu lieu en 2024. Ce sont les données de 2024 en ce qui concerne l'impact du changement climatique au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique du Nord, aussi, il y a eu des inondations. Voilà. Pratiquement toutes les régions de l'Afrique ont carrément les mêmes, c'est pratiquement les mêmes choses. Hein. Pratiquement les mêmes choses. Il y a les inondations par moment, il y a des pics de chaleur par moment, et cela a des impacts négatifs sur la population, sur le territoire. On peut dire, par exemple, au Maroc, environ 170 mm de pluie sont tombés en 24 heures, remplissant le lac Iriki, asséché depuis 50 ans. Donc, voilà un lac qui, depuis, n'avait pas d'eau, mais en 24 heures, il y a eu 170 mm de pluie qui sont tombés. Et finalement, ce lac-là s'est rempli. Un lac qui a asséché depuis 50 ans. Donc, vous voyez dans quel extrême les effets du changement climatique agissent au niveau de l'Afrique. Et enfin, on a observé des vagues de chaleur extrêmes au niveau de l'Égypte et de l'Algérie. Et donc, qui ont été même des records au niveau de l'Afrique du Nord. Et ça, c'est pour l'année 2024. Donc, face à ces effets négatifs du changement climatique au niveau de toutes les régions de l'Afrique, parce qu'aucune région de l'Afrique n'est épargnée par ces effets-là. Cependant, il y a certaines régions qui sont beaucoup plus touchées que d'autres. On a vu avec les températures, où on a vu que c'est l'Afrique du Nord qui connaît le pic de température le plus élevé. Voilà. Donc, face à ces effets de changement climatique sur l'Afrique, il y a des méthodes, il y a des pistes ou bien il y a des méthodes de lutte qu'on peut faire. Et ces méthodes-là, de lutte-là, ça peut être au niveau individuel, c'est-à-dire au niveau de nous-mêmes, nos propres personnes. Il y a des actions qu'on peut mener pour pouvoir, à notre humble niveau, réduire un peu, c'est trop dit, mais au moins participer à réduire le changement climatique. Donc, au niveau individuel, au niveau de la communauté, on peut faire des efforts. Au niveau des entreprises, on peut faire des efforts, ainsi de suite. Mais tout d'abord, je vais présenter globalement au niveau de l'Afrique ce qui coince. Au niveau de l'Afrique, les difficultés sont beaucoup financières. Parce qu'au niveau de l'Afrique, les effets du changement climatique ont un coût au niveau des gouvernants des pays africains. Les coûts qui sont associés au changement climatique dans les pays africains peuvent atteindre jusqu'à 5% de leur produit intérieur brut. Donc, voilà. Avant, les gouvernants ou bien les États, ils ne devaient pas vraiment consacrer de l'argent pour ces questions avant que le phénomène de changement climatique s'accentue. Mais voilà que face à ça, ils consacrent
pratiquement 5% de leur budget pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir résoudre le problème. Aussi, malgré qu'il y a une augmentation des financements internationaux pour l'adaptation aux pays en développement, donc on est passé de 22 milliards de dollars américains en 2021 à 28 milliards de dollars en 2022. Malgré qu'il y a une hausse de financement des pays de l'Occident en faveur de l'Afrique pour pouvoir faire face au changement climatique, mais on voit que ces financements-là ne sont pas suffisants. Ne sont pas suffisants parce que quand on évalue l'argent qu'il faut à l'Afrique pour pouvoir faire face au changement climatique, cet argent-là est vraiment important par rapport à ce qui est donné par l'Occident ou bien par les organismes internationaux. Donc, ici, on nous dit que le budget, l'argent qui est nécessaire, varie entre 187 et 359 milliards de dollars américains. Alors que jusqu'en 2022, ce qu'on reçoit en Afrique, c'est 28 milliards. Donc, vous pouvez comprendre ici que le gap est vraiment très important. Le gap est vraiment très important et ça ne peut pas permettre à réduire considérablement le réchauffement climatique. Aussi, comme je le disais à notre humble niveau, on peut essayer de lutter de façon individuelle à notre humble niveau au changement climatique. Et donc, il y a Jérôme tout à l'heure qui parlait de l'empreinte carbone. Voilà. Au niveau individuel, on peut adopter des comportements qui peuvent permettre de pouvoir réduire l'empreinte carbone. Par exemple, au lieu d'utiliser l'énergie qu'on consomme tout le temps actuellement, on peut décider d'installer des panneaux solaires pour l'énergie domestique. C'est possible, on peut le faire. C'est possible. Voilà, c'est possible, on peut le faire. Aussi, on peut adopter des gestes des éco-gestes. C'est-à-dire, par exemple, éteindre les appareils en veille, réduire l'usage des climatiseurs et maximiser la ventilation naturelle. Donc, voilà des éléments, des choses que individuellement, à notre niveau, au niveau comportemental, on peut faire pour pouvoir réduire notre empreinte carbone et donc agir sur le réchauffement climatique. Pour ne pas dire le changement, pardonnez, pour ne pas dire le changement climatique. Voilà. Je pense qu'il y a ça c'est une parenthèse. Une fois, je rendais visite à quelqu'un et puis j'étais au salon, j'entendais le bruit de la clim en marche, en plein 10 heures. Donc, je demande à mon hôte, ah, mais on dirait que vous avez laissé le climatiseur en marche. Il me dit non, que c'est comme ça il fait. Il laisse matin en marche jusqu'à ce qu'il aille dormir. Mais vous dormez à quelle heure? Il dit, bon, à midi, 13 heures, il va aller dormir. Donc, j'ai laissé depuis 8 heures. À midi, je vais couper et dormir. Donc, vous voyez que ce comportement-là ne permet pas de pouvoir réduire l'empreinte carbone et donc de pouvoir agir sur le changement climatique. Au niveau des transports, je pense qu'au niveau des transports, généralement, ce que les gens demandent, j'ai mis ça ici, je n'ai pas mis ça sur la diapo, mais beaucoup plus en Europe, en Occident, on fait du covoiturage. Voilà, on fait du covoiturage pour pouvoir limiter la pollution, pour pouvoir limiter les gaz qui seront libérés par les voitures. Donc, je pense qu'en Afrique, de façon individuelle, on peut adopter ce comportement-là. Aussi, il faut promouvoir en Afrique. En Europe, je pense qu'il y en a beaucoup plus de véhicules électriques et hybrides, mais je pense que les politiques, les gouverneurs africains doivent favoriser l'installation de ces entreprises-là qui mettent à disposition des véhicules électriques et puis hybrides. Donc, ça, au niveau individuel, je pense que ce sont des efforts qu'on peut faire. Là, je vais passer à la prochaine diapo. Excusez-moi, c'est bloqué, je ne sais pas pourquoi. OK. Au niveau individuel, toujours, on peut réduire nos déchets parce que, comment on appelle ça? La libération des gaz, ce n'est pas forcément dû, c'est pas dû uniquement aux pots d'échappement et autres. Il y a aussi les déchets que nous produisons. Donc, il faut favoriser les produits qui sont réutilisables. Éviter les emballages,
voilà, et adopter des pratiques d'achat responsable. Donc, au niveau des emballages, même en Afrique et en Côte d'Ivoire, il y a certains éléments qui ne méritent. Bon, tu vas à la boutique, tu veux juste un petit produit que tu peux même attraper dans ta main, mais on va te mettre ça dans du sachet ou bien dans des emballages qui ne peuvent plus se décomposer après. Et comme on n'a pas le comportement adéquat pour mettre dans la poubelle ou bien recycler, on va contribuer ainsi à augmenter à accentuer le changement climatique. Donc, il y a le compostage aussi qu'on peut faire au niveau des déchets. On peut aussi organiser des débats ouverts pour pouvoir partager les expériences, identifier les solutions et puis renforcer l'engagement collectif. Et c'est à cela que je salue l'initiative de l'ONG Bien Vert, parce que c'est très important de pouvoir sensibiliser la population. Il y a beaucoup même qui ne pensent pas à ces questions de changement climatique. Donc, c'est toujours bon de faire la sensibilisation, que ce soit au niveau des écoles comme des universités. Et au niveau de la communauté aussi. Donc, au niveau individuel, il y a des actions qu'on peut faire pour réduire le changement climatique, mais au niveau de la communauté aussi, il y a des actions à mener. Par exemple, on peut créer des jardins communautaires. Hein. À Daloa, nous, on a ce projet-là. On a fait ce projet-là que je vais vous présenter pour un cas d'école qu'on a fait. On peut toujours faire. C'est vrai que planter des arbres ne va pas résoudre seul le problème du changement climatique, mais c'est déjà un pas qu'on pose. Voilà. C'est un élément qui permet de réduire. Donc, pourquoi ne pas le mettre en place, puisqu'on sait qu'il a des effets positifs par rapport à stocker le carbone qui est émis dans l'atmosphère. Donc, on peut penser à ça. On peut penser aussi à les projets de végétalisation des infrastructures. Voilà. Aujourd'hui, je prends le cas de la ville d'Abidjan, à part le Banco, mais c'est difficile à Abidjan de trouver des espaces verts. Voilà. On imagine des villes et on ne met pas de verdure. Tout est construit, il n'y a pas de verdure. Alors qu'en pleine ville, il y a beaucoup de gaz qui sont rejetés. Donc, il faut penser à bâtir des villes où on y met de la verdure, où l'écologie est représentée. On doit pouvoir penser à ça. Donc, ce sont des actions on peut le faire. Comme je le dis, c'est une présentation, c'est un résumé. Donc, il y a aussi des actions en entreprise qu'on peut faire, que les entreprises peuvent faire. Il y a plusieurs éléments à développer. Mais j'ai voulu insister sur le niveau individuel et puis au niveau de la communauté, ce qu'on pouvait faire pour réduire un peu ou bien pour freiner un peu le changement climatique. Donc, à ce stade de mon propos, je vais prendre deux cas que je maîtrise le mieux au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la Côte d'Ivoire et précisément au niveau de la ville de Daloa. Donc, au niveau de la ville de Daloa ou de l'université, on a deux projets dont on travaille. Et ces deux projets ont le même but. Les deux projets ont le même but. Le but, c'est de quoi? C'est de pouvoir participer à pouvoir freiner le réchauffement climatique. Comme je le disais, planter des arbres n'est pas la solution ultime pour pouvoir freiner, mais c'est un élément parmi les solutions pour pouvoir freiner le changement climatique. Et donc, on a un projet d'arboretum et puis on a un projet qui a été dénommé la ceinture verte de l'université. En ce qui concerne le projet d'arboretum de l'université, ici, je vous présente l'arboretum. Ça, c'est la carte de l'arboretum. Voilà, c'est la carte de l'arboretum. Il faut préciser, c'est la carte thématique. C'est la carte thématique de l'arboretum qui se trouve là. Et voilà, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs éléments qui sont là, carte thématique. Il y a des parcelles qu'on doit reboiser avec des espèces exotiques. Il y a d'autres qu'on doit laisser en jachère. Il y a d'autres, on doit mettre les plantes médicinales, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le but de tout ça, c'est qu'à la fin, ces arbres qu'on va planter et qui vont constituer à la longue une petite portion de forêt, ça puisse aider à freiner un peu le phénomène de réchauffement climatique au niveau local, simplement au niveau local. Et cet arboretum fait au total 60 hectares.
cet arboretum fait 60 hectares, y compris le plan d'eau. Hein. Le plan d'eau est compris. Y compris le plan d'eau, ça fait 60 hectares. Et l'intérêt, bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'arboretum, j'ai oublié de donner la définition, mais c'est là. Voilà, c'est une zone pour pouvoir préserver, planter des arbres, arbustes, où on met des espèces rares, exotiques. Voilà, c'est une zone comme ça qu'on appelle l'arboretum. Donc, l'intérêt de l'arboretum, c'est quoi? C'est au niveau scientifique, ça va permettre des études botaniques, écologiques, ainsi de suite. Au niveau écologique, ce qui nous intéresse ici, déjà, ça va renforcer le patrimoine forestier au niveau local, au niveau de la ville de Daloa, au niveau de la région, même au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a M. Kwame qui disait tout à l'heure que la Côte d'Ivoire a perdu 90% du couvert forestier. Mais moi, je peux dire que la Côte d'Ivoire a perdu plus. Les 90%, je pense qu'il faut élever peut-être à 95%. On n'a plus de forêt. La seule forêt primaire noire qui reste, c'est Taï, c'est le parc national de Taï. Voilà. À part ça, toutes les autres forêts, pratiquement, surtout les forêts classées, sont infiltrées pour la cacao-culture. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Au niveau local même, voilà, on contribue à restaurer un peu le patrimoine en faisant l'arboretum. Et par ricochet, ça va freiner, ça va freiner le réchauffement climatique. Donc, je préfère m'appesantir sur ça, puisque c'est ça qui est l'intérêt de la présentation. Maintenant, en mettant en place l'arboretum, nous, on a fait une étude initiale pour pouvoir calculer le volume de carbone séquestré par les arbres qui existent déjà sur le site. Donc, le site, c'était un coin en dégradation, mais il ne faudrait pas dire que il n'y avait pas d'arbres. Il y avait quelques arbres sur les 60 hectares. Donc, nous, on a essayé de prendre les mesures au niveau de ces arbres-là et on a essayé de calculer le volume de carbone que peut séquestrer déjà cette zone qu'on s'apprête à restaurer. Et donc, en faisant ça, on a vu que le taux de carbone séquestré pour 40 hectares, je vous ai dit que ça faisait 60 hectares, mais on a fait pour 40 hectares. Pour 40 hectares, c'est 597 tonnes. C'est pour 40 hectares, je pense que ce n'est pas négligeable, puisqu'on n'a pas encore commencé même en ce moment, on n'avait pas encore mis les arbres, on n'avait pas encore planté. Donc, on a 597 tonnes pour les 40 hectares, soit 14,93 tonnes à l'hectare. Et donc, nous, on est optimiste en se disant que si initialement, cette superficie de 40 hectares stocke pour le moins 597 tonnes, avec le reboisement, avec l'apport des plants, à la longue, je me dis sur 10, 15, 20, 30 ans, on peut augmenter cette capacité de stockage de carbone-là au niveau local déjà même, au niveau local. Donc, c'est le projet à ce volet-là, écologique-là, c'est son apport qu'il a. Et comme le disait M. Kwame, je le disais d'entrée de jeu, on fait aussi des ateliers pratiques où on forme nos tout petits aux pratiques de résilience climatique, où on leur montre un peu l'importance de l'arbre, de pouvoir la conserver, de pouvoir planter. Et on le fait chaque année. Chaque année, on reçoit nos enfants et puis, voilà, ils viennent des classes primaires, souvent même du collège. Et déjà, on leur donne les bases en termes de restauration du couvert forestier, en termes de conservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Donc, il y a mis quelques espèces de plants. Au niveau de l'arboretum, voilà, ça c'est une espèce médicinale, Carapa procera, c'est une espèce médicinale qui est sur la parcelle et qui est en train de disparaître. Voilà, qui est en train de disparaître parce qu'on n'en trouve plus trop comme ça. Et là, on a Cola, l'orugnon lisse, qui est une espèce qui est menacée. C'est une espèce qui est menacée. Pour la petite histoire, je pense que cette espèce-là a été trouvée par le ministre d'alors, M. Jean Lorugnon Guédé, dont l'université de Daloa porte le nom. Donc, le Cola, l'orugnon lisse, qui est une espèce qui est très rare, qu'on ne voit pas. Et donc, nous, dans notre recherche de constitution du couvert forestier, on met ces espèces menacées là aussi, de sorte que nos enfants, leurs petits-enfants puissent retrouver cette espèce-là plus tard.
À côté de ce projet, on a un deuxième projet qu'on a intitulé la ceinture verte de l'université Jean-Laurent Guédé. Ici, le constat, c'est que avec la construction, donc ce que vous voyez ici, ça sur l'image Google Earth, j'ai mis le contour de l'université Jean-Laurent Guédé. Le contour faire et dit le contour. La superficie, on est autour de 404 hectares, voire 408, 404, 408 hectares. Donc, c'est grand. Ça fait partie de l'une des plus grandes universités en termes de superficie de Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que la construction des bâtiments et autres, ça a eu une incidence négative sur les espèces végétales qui sont sur le site. Voilà. Nous-mêmes, en voulant mettre des infrastructures, voilà, on pose les bases de réduction de la forêt. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu créer un anneau de verdure de 30 hectares. Vous allez le voir plus tard. Et pour montrer qu'on est aussi une université écologique, voilà. Pour montrer qu'on est aussi une université écologique. Donc, l'objectif de ce projet-là, hein, la ceinture verte, c'est de contribuer au renforcement de la biodiversité par la création d'une ceinture verte de 30 hectares au sein de l'université Jean-Laurent Guédé. Donc, de cet objectif général-là découlent des objectifs spécifiques dont vous voyez ici. Il faut réaliser le plan d'aménagement, sensibiliser la population locale sur la préservation de l'environnement, avoir des plans reboisés et puis faire le suivi. Et de façon schématique, c'est un peu ça. De façon schématique, le contour rouge, ça, c'est la limite officielle de l'université. Et qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir faire la ceinture verte? La ceinture verte, c'est ce que vous voyez en vert là. Pour pouvoir faire la ceinture verte de l'université, ce qu'on a fait, c'est que de la limite officielle, nous avons pris une distance de 20 mètres. Pourquoi on a pris cette distance de 20 mètres? On se dit qu'à la longue, ce qu'il faut noter, que je n'ai pas dit, cette partie qui est là, ce carré a une clôture murale qui est bien visible. Par contre, tout le long d'ici, toute cette grande partie qui se retrouve ici, il n'y a pas de clôture murale. Il n'y a pas encore de clôture murale. Il y a les tractations qui sont en cours pour pouvoir faire cette clôture. Donc, nous avons laissé cette distance de 20 mètres là, de sorte à ce que quand l'université va vouloir faire sa clôture murale, ça ne puisse pas avoir un impact sur nos plans que nous allons mettre. Donc, de la limite officielle, nous avons fait un décalage de 20 mètres. Et de ce décalage de 20 mètres là, sur une largeur de 30 mètres, nous avons planté des arbres de 3 mètres sur 3 mètres. Voilà, nous allons planter des arbres de 3 mètres sur 3 mètres. Et le total, lorsqu'on fait, ça, ça fait 10 km. Quand nous avons mesuré, ça fait 10 km tout le long là. Donc, fois les 30 mètres que nous laissons de largeur, on se met à reboiser 30 hectares de superficie. Donc, à la longue, ça sera aussi une forêt complète qui entoure l'université, qui tourne, qui entoure l'université. Ici, c'est l'arboretum, il a voulu signifier, ici, c'est l'arboretum, ce que j'avais montré tantôt. Donc, l'impact de ce projet-là, c'est la ceinture verte de l'université. L'impact de ce projet-là, c'est la préservation de la biodiversité en général et des espèces végétales en particulier. C'est bien sûr la lutte contre le changement climatique à travers la séquestration du carbone atmosphérique. C'est la restauration des milieux dégradés. Et enfin, c'est le renforcement des capacités des étudiants et des enseignants-chercheurs. Donc, voilà deux projets locaux que nous menons au niveau de l'université et qui contribuent un peu à freiner le changement climatique. Si je peux m'exprimer comme ça, au niveau local, ça contribue un peu à freiner le changement climatique. Jérôme l'a dit, planter des arbres n'est pas tout. Il y a aussi d'autres éléments à ajouter. Mais déjà, nous posons ce pas-là de pouvoir restaurer un peu le couvert forestier ivoirien au niveau local. Et je vais terminer la présentation par la troisième grande partie qui est le changement climatique et la transition énergétique. Et donc, il faut dire que actuellement, le système énergétique est confronté à deux limites. Il y a la raréfaction des énergies fossiles et puis il y a le réchauffement climatique.
les réchauffements climatiques. Et donc, face à ça, l'une des solutions qu'on peut trouver, qui est adoptée depuis un certain moment et dont on parle le plus souvent, c'est la transition énergétique, qui est un concept de système d'énergie durable. Voilà. Il faut produire des énergies durables. C'est vers ça on tend de plus en plus. Donc, le concept de transition énergétique est né en Allemagne en 1980. Et c'est quoi? C'est la transformation qui doit permettre de pouvoir passer progressivement d'un système énergétique basé essentiellement sur les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, le gaz, vers, qui sont limitées, qui sont des sources limitées, vers des sources d'énergie moins centralisées, diversifiées et renouvelables. Donc, l'éolien pour le vent, le solaire, l'hydraulique, ainsi de suite, ainsi de suite. Excusez-moi, ma diapo n'évolue pas. Donc, la transition énergétique répond à un enjeu majeur. Hein? Ça répond à un enjeu majeur, celui de diminuer l'impact environnemental du système énergétique. Donc, comme vous pouvez le voir ici, déjà dans certaines régions d'Afrique, hein, ils ont déjà adopté le système de panneaux solaires. Voilà, en Afrique, on est un continent où il fait extrêmement chaud. Alors qu'il était démontré qu'avec ce pic de chaleur-là, ce soleil-là, on peut faire de l'énergie. Mais c'est très peu de pays africains qui sont tournés vers ce système de production d'énergie, c'est-à-dire les panneaux solaires. Alors qu'on a la ressource là très importante en Afrique. Voilà. Mais il y a certains pays qui ont compris, certains pays africains qui ont compris, qui sont déjà orientés vers les panneaux solaires pour pouvoir produire de l'énergie. Et ça, c'est de l'énergie durable. Donc, les objectifs de la transition énergétique, c'est la réduction de la consommation d'énergie fossile, la réduction de la part du nucléaire, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la consommation d'énergie globale, la réduction de moitié du volume de déchets en décharge et une augmentation de la part des énergies renouvelables. Donc, pour résumer, la transition énergétique a 5 enjeux, grands enjeux. Donc, si je pars en faisant ce sens-là, d'abord, c'est de développer les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, on les connaît. On connaît la technologie, de plus en plus, les pays maîtrisent. Mais ils ne développent pas, ce système-là pour pouvoir produire de l'énergie. L'un des enjeux de la transition énergétique, c'est d'améliorer la qualité de l'air, c'est de pouvoir s'adapter au changement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et puis aussi réduire la consommation énergétique. Donc, on voit que si les pays africains adoptent le concept de transition énergétique, s'ils implémentent, s'ils s'impliquent dans ce concept, je pense qu'en Afrique, on aura, comment on appelle ça, l'Afrique va mieux se porter. Voilà. On produit moins, mais c'est nous, on est beaucoup plus impactés par le changement climatique. Enfin, ma dernière diapo avant de conclure, avant de vous dire au revoir, c'est la relation qu'il y a de la transition énergétique pour le climat. Donc, au risque de me répéter, l'un des objectifs les plus fondamentaux de la transition énergétique, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, réduire les émissions, il faut changer le modèle de production électrique. Ça, c'est clair. Pour pouvoir réduire les émissions, il faudrait penser à produire de l'énergie autrement. Et ça, c'est ce que la transition énergétique veut nous apporter, veut nous enseigner, veut nous ramener. Et la transition énergétique et l'écologie. Donc, au niveau de l'écologie, la transition énergétique vise à réduire l'impact écologique global en réduisant la pollution, hein, donc en quittant un peu les centrales nucléaires et en allant vers d'autres sources qui sont plus écologiques. Et donc,
Voici un peu c'est quelques éléments que j'ai voulu partager avec vous cet après-midi. Comme je le dis, les informations, il y a en quantité, il y a une importante quantité, mais c'est dans un souci de présentation, j'ai voulu résumer et vous parler un peu de ce qu'on doit retenir. Donc, avant de conclure, j'aimerais une fois de plus réitérer mes remerciements à l'ONG Bienvert pour l'opportunité qu'il me donne pour l'opportunité qu'elle me donne, pardon, pour l'opportunité qu'elle me donne de pouvoir parler d'un thème qui est d'actualité et qui mérite l'attention de tous. Et enfin, remercier tous les participants à cette présentation. Je vous remercie. Merci vraiment. Super. Donc, merci beaucoup, Dr. Kadiou. Donc, on va, avec des pauses, voilà, ça a déjà débuté, remercier notre intervenant pour sa brillante présentation. Donc, M. Kadiou, en tout cas, merci beaucoup encore pour cette présentation. C'est un contenu universitaire, donc, qui, en termes d'importance, est également très utile pour notre compréhension, pour l'amélioration donc, de nos connaissances sur ce sujet-là, d'autant plus que on en a très peu, et c'est peut-être l'une de mes questions. Moi, je me rappelle qu'en 2020 ou 2022, le GIEC avait publié son rapport et il y avait un gros document comme ça qui était consacré à l'Afrique. C'est pas toujours évident que dans le cadre justement de rapports mondiaux sur le climat, on intègre justement les données africaines. Et il y avait justement une grosse part qui était consacrée à l'Afrique. Je me suis dit, ah tiens, au moins, on va pouvoir avoir quelques données sur l'Afrique. Bon, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'au niveau local, il y avait une faible appropriation de ce rapport. La communauté scientifique au niveau local n'a pas forcément beaucoup réagi. Et donc, ça m'amène justement à ma première question. Comment vous évaluez-vous la contribution justement du corps scientifique universitaire aujourd'hui à la compréhension justement des enjeux climatiques en Afrique? Parce que s'il y a très peu de gens qui comprennent ces enjeux-là, c'est peut-être aussi parce que la communauté universitaire ne s'exprime pas davantage là-dessus. Moi, je vois très peu de chercheurs sur les plateaux télé venir un peu expliquer c'est quoi le climat, c'est quoi les enjeux du changement climatique, les enjeux environnementaux, écologiques, même ces projets excellents que vous présentez. Je suis sûr que très peu de gens en Côte d'Ivoire, à part la communauté scientifique, sont au courant. Donc, comment est-ce que vous évaluez justement la contribution en termes de vulgarisation de ces enjeux climatiques-là au niveau local? Et puis, comment est-ce qu'on peut davantage l'améliorer? Ça, c'est vraiment ma première question. Et puis, j'avais une autre question qui est directement liée à votre présentation. Vous avez dit que au niveau des financements et tout ça, bon, la lutte pour, ou sinon contre le changement climatique, les enjeux d'adaptation et tout ça, nous prennent 5% de notre PIB. C'est colossal. Et globalement, c'est pas suffisant. Et même les financements internationaux sont légers, sachant que le réchauffement climatique n'attend pas et qu'on est vraiment, vous l'avez très bien expliqué, très touché par ces enjeux-là. Comment est-ce qu'on peut équilibrer ce gap? Parce qu'on a beau vouloir esquisser des solutions, s'il n'y a pas d'argent pour mettre en œuvre ces solutions-là, on est mal parti. Donc, les deux premières questions, le temps qu'on prenne celles des autres participants. Merci beaucoup. Allez-y. Merci, Monsieur Kwame, pour les différentes questions qui sont adressées. Au niveau, je vais parler de la Côte d'Ivoire, mais il faut dire que c'est un peu général au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, on est conscient, nos gouvernants sont conscients qu'on est touché par le changement climatique, mais ils n'accordent pas vraiment assez de moyens de lutte. Voilà, assez de moyens de lutte.
Et je pense que c'est comme s'ils ont été un peu, surpris par ce phénomène de changement climatique, qui fait que même dans les budgets qu'ils consacrent, voilà, c'est pas vraiment suffisant. C'est pas vraiment suffisant. Et moi aussi, c'est le sentiment que j'ai souvent quand je participe à des séminaires ou bien que je parte sur le terrain. Voilà. Le chercheur ou bien l'enseignant-chercheur, lui, son rôle, c'est de faire la recherche. Et généralement, M. Kwame, ce qu'on fait, quand vous faites la recherche, bon, c'est vrai que l'article scientifique, c'est pas tout le monde qui peut le lire ou bien qui va vraiment s'intéresser. Mais il y a des mémoires, il y a des documents qui sont déposés au niveau des ministères, des gouvernants, pour tirer la lettre, pour leur montrer qu'il y a vraiment nécessité d'agir ici. Mais ce qu'on remarque, c'est que ces mémoires, ces documents déposés restent dans le tiroir. Voilà, restent dans le tiroir. Et c'est lorsqu'il y a une catastrophe qui se produit, c'est là que le gouvernement maintenant va réagir. Donc, on est dans une forme de... On n'est pas proactif. On ne prend pas les choses par devant. On attend que les choses viennent, nous arrivent pour pouvoir réagir. Donc, même si je prends le cas des pluies qui tombent en Côte d'Ivoire, qui tombent à Abidjan et qui chaque année créent des inondations. Mais depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, ça arrive. Mais comment se fait-il qu'on est toujours là à déplorer des morts? En principe, des solutions devaient être trouvées depuis longtemps. Mais on est dans la réaction et non dans l'action. Je me dis aussi dans la vulgarisation, les chercheurs de façon générale, ils aiment mettre dans leur coquille. Sinon, en réalité, il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont liés au climat. Mais généralement, les chercheurs ne font pas beaucoup de vulgarisation en dehors de leur monde universitaire. Voilà. Ils ne font pas beaucoup de vulgarisation en dehors de leur monde universitaire. Donc, on a l'impression que ce qu'ils trouvent, ça reste en eux. Ça ne sort pas. Ça reste en eux, ça ne sort pas. Et moi-même, je déplore cela aussi. Voilà, je déplore cela. Et je pense que de plus en plus, on doit pouvoir, nous, en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs, on doit pouvoir se booster un peu pour pouvoir mettre nos travaux de recherche en ligne, faire des campagnes, parler beaucoup plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour répondre un peu à la première question. Maintenant, ce qui concerne la deuxième question. Bon, la deuxième question, il faut dire que c'est ça, je l'ai répondu un peu. Nos États n'accordent pas assez, ne mettent pas assez de moyens pour pouvoir faire face au changement climatique. Ça, c'est un. Le deuxième, je l'ai montré dans la présentation, les financements internationaux qu'on reçoit sont insuffisants par rapport à l'argent qu'on devrait avoir pour pouvoir lutter contre le changement climatique en Afrique. Donc, c'est à nous maintenant en Afrique de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir nous financer. Je vais laisser la parole à Fodé Silla et après Fodé Silla, Nouroudine prendra la parole. Donc, les autres peuvent également lever la main pour qu'on soit beaucoup plus organisé. Allez-y, Fodé Silla. Bien, merci beaucoup, cher formateur. J'ai suivi votre intervention avec intérêt. Je vous remercie par rapport à ce que vous avez présenté comme contenu scientifique. Maintenant, le gaz le plus responsable du changement climatique provient d'où? C'est ce que moi, je voudrais comprendre, poser. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, au niveau de réparation des dommages, des dégâts du changement climatique, le financement que l'Afrique reçoit n'est pas proportionnel par rapport aux dégâts. Maintenant, qu'est-ce que nous, les Africains, nous devons faire? Vous avez répondu à cette question de façon partielle avec la réponse précédente, ce que vous venez de donner. Mais comment maintenant nous pouvons, à travers l'accord de Paris, les États se sont accordés de mettre en place, on dit contributions déterminées, conditions déterminées. Est-ce que ces contributions nationales déterminées correspondent exactement peut correspondre exactement aux dommages. Maintenant, la troisième et la dernière question, ça c'est sur la transition écologique. Oui, il est bien normal de migrer vers la transition écologique parce que on parle de l'énergie éolienne, soleil et hydrique. Oui, pour éolienne, je peux comprendre, moi personnellement. Encore
solaire aussi, je peux comprendre. Mais l'énergie hydrique, comment nous pouvons transformer cette énergie hydrique en énergie électrique, oui, électrique. Les moyens utilisés ne sont pas les sources, les pétroles, des sources de pétrole. C'est ce que je veux comprendre. Si on va utiliser encore les pétroles pour transformer l'énergie hydrique à l'énergie électrique, est-ce que encore les pollutions ne vont pas encore augmenter? Ça, c'est la troisième question. Super. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Super. Merci, M. Fodesila, pour votre contribution. Vos 3 questions. Donc, M. Kadio est rafalé de 3 questions délicates. Donc, on vous laisse répondre avant de laisser la parole à Nouroudine. Après Nouroudine, Ablo Timothée Barry. Allez-y. Allez-y, M. Kadio. Et après vous, les autres questions. Bon, pour la première question, je pense que Jérôme est beaucoup plus outillé, mais je vais me proposer. Je pense que le gaz qui est responsable du changement climatique, c'est le dioxyde de carbone, si je ne me trompe pas, je pense. D'où le gaz qui contribue plus au réchauffement climatique, au changement climatique, provient d'où? Voilà, c'est ce qu'on disait, M. Kwame disait, même Jérôme disait aussi. Au fait, le dioxyde de carbone, ça provient beaucoup plus des pays occidentaux. Nous tous, on produit. Tous les pays produisent. Mais ce qui est dit, c'est que c'est beaucoup plus les pays occidentaux qui produisent le plus de gaz à effet de serre. Maintenant, est-ce que l'action des pays occidentaux, pour ne pas dire l'action qu'ils mènent, est-ce que ça n'a pas de répercussions sur, comment on appelle ça, sur nous? Si, parce que les Occidentaux, les pays occidentaux ne sont pas isolés de nous. Hein? Là, on vit nous tous sur la même planète. Donc, même si eux, ils contribuent, même si eux, ils produisent beaucoup plus que nous, mais je pense qu'on doit avoir une action concertée. Voilà, on doit avoir une action concertée, on doit se mettre les coudes ensemble pour pouvoir résoudre ce problème. Bien vrai que nous, les Africains, nous ne produisons pas assez de gaz à effet de serre, mais on doit pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir lutter contre ce phénomène de changement climatique. Donc, pour la première question, c'est ce que je tenais à dire. Moi, je me demande souvent, est-ce que l'accord, il y a une personne qui avait posé cette question, est-ce que l'accord de Paris est vraiment effectif? Est-ce que c'est vraiment effectif? Parce que voilà, ce sont des papiers qui sont paraphés, mais après, il faut sur le terrain appliquer. Et souvent, c'est dans l'application qu'il y a problème. Parce que même les États-Unis qui se retirent sont les gros pollueurs. Voilà, les gros pollueurs qui décident de ne pas contribuer parce qu'ils trouvent que c'est de l'argent qu'ils vont gaspiller. Donc, déjà, il y a déjà ça. Au niveau local, ce que nous, on peut faire, c'est ce que je disais tantôt. Il faut faire beaucoup de sensibilisation. Ça, d'abord, ça, ce n'est pas niveau agent, mais niveau déjà comportement. Il faut pouvoir inculquer aux Ivoiriens la culture de protection de l'environnement, de la salubrité, ces choses-là. Parce que c'est vrai qu'on ne produit pas, ce n'est pas nous, on produit le plus de gaz à effet de serre, mais une chose est sûre, c'est qu'on produit aussi. Voilà. Si à notre niveau, au niveau local, on peut essayer de réduire l'empreinte carbone que nous formons ici en Côte d'Ivoire, c'est déjà un pas de plus. Déjà ça, déjà le changement de comportement vis-à-vis de l'environnement. Ça, c'est déjà ça. Maintenant, après, j'ai parlé des méthodes pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que, comme je l'ai montré dans la présentation, le financement qu'on devrait avoir pour faire face au changement climatique, ce financement est très insuffisant par rapport à ce qu'on nous donne. Donc, nous, à notre niveau, on peut développer des méthodes, des choses pour pouvoir essayer de pouvoir rajouter un peu sur comment on appelle ça, ce financement qu'on reçoit des Occidentaux. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez épineux et même à chaque fois qu'il y a des COP et tout ça, très souvent, c'est sur ce sujet-là qu'on bute. L'Afrique subit, l'Afrique pollue moins, même si elle pollue aussi. Mais du coup, derrière, comment est-ce que les pays pollueurs, les plus gros pollueurs,
arrivent à faire plus d'efforts, donner plus de gages et tout ça. Je pense que si au niveau des accords internationaux, il y a des choses à faire, au niveau local également, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à faire, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Kadio. Oui, OK. Mais merci. Merci aux organisateurs pour nous permettre de nous exprimer. Moi, je suis Nouroudine Comé. Je suis actuellement au Bénin, je suis béninois. Et vraiment, je tiens d'abord à remercier le formateur. Ma question revient à celle-ci. Chez moi, par exemple, ici, je suis au Bénin, pratiquement, je suis au nord du Bénin, pratiquement, dans la commune de Banikora. Et actuellement, ma commune est une commune tellement agricole, qui est purement le producteur du coton. Et chaque année, la mairie essaye, ou bien les ONG essayent, les partenaires essayent d'apporter un plus à la commune. Par exemple, en termes de reboisement, parce que c'est une commune purement agricole, vous savez, on produit plus le coton ici dans la commune. Mais le taux de chaleur augmente. Si ces derniers temps, c'est à 40 degrés. On va à 40, à 40, 41 degrés. C'est vraiment. Et chaque année, la mairie, les jeunes essayent d'apporter un plus, mais ça baisse. On ne ressent pas le taux de reboisement dans la commune. Qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est le manque de suivi. On met les plants en terre, on voit que ces plants, on fait le suivi, on voit qu'il n'y a pas de suivi. Quelle est l'initiative qu'on peut mettre pour faire le suivi de ces plants-là? Une prochaine fois, c'est-à-dire si la mairie essaie d'avoir des partenaires, quelle technique on peut mettre pour pouvoir réussir le suivi? Ouais, merci pour votre question, M. Nouroudine. C'est vrai que très souvent, on en parle pour rigoler, même dans le milieu de l'engagement associatif. Très souvent, on fait toujours le même reboisement aux mêmes endroits. On le fait de façon symbolique. On vient, on finit, on fait des activités, on prend des photos, chacun un plan d'arbre en main. Mais l'année qui suit, on revient au même endroit. Donc, les plants de l'année dernière sont morts. En termes de suivi, est-ce qu'il y a une forme d'ingénierie dans ce sens? Comment est-ce qu'on fait vraiment le suivi de ce type d'initiative-là, de reboisement et tout ça? Et est-ce que c'est un constat que M. Kadio partage également? Oui, Monsieur Noureddine, je pense que Monsieur Noureddine, ce qu'il explique, c'est pas un cas isolé. Même en Côte d'Ivoire, ici, on constate qu'il y a certains projets de reboisement qui sont initiés. Mais finalement, 2 ans, 3 ans après qu'on se rend sur le site, on se rend compte que le projet n'a pas abouti. Et pourquoi le projet n'a pas abouti? Il n'y a pas eu de suivi. Voilà. Les gens sont venus, ils ont mis des plants en terre et ils sont partis. Ils se sont dit que comme ce sont les plantes, ça va pousser seul. Non, ça ne va pas pousser seul. Moi, comme solution, l'une des solutions qu'on dit, c'est de pouvoir mettre dans le contrat des prestataires qu'il y a le suivi à faire. Et ils seront, comment on appelle ça, ils seront rémunérés en fonction de cela. Nous, à notre niveau, au niveau du projet qu'on a à l'université, c'est ce qu'on fait avec les prestataires. Dans leur contrat, c'est écrit qu'ils doivent faire le suivi. Voilà. C'est écrit blanc sur noir qu'ils doivent faire le suivi. Donc, quand ils viennent, ils savent que quand ils vont commencer, ils doivent terminer. Ce n'est pas pour faire et partir. Pour la petite histoire, il y a 2 mois, il y a une organisation qui nous a contactés pour aller faire un audit des parcelles qu'ils avaient financées de reboisement. Ils ont commencé le financement en 2021, 2022, hein, si je ne me trompe pas. 2021 par là. 2020, ça a commencé en 2020. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des parcelles même qui ont 6 ans, des parcelles reboisées de 6 ans, il y a d'autres de 5 ans, parce que toutes les parcelles n'ont pas été reboisées au même moment. Et à notre grande surprise, quand on se rend sur le site pour faire l'audit, on se rend compte que des parcelles qu'on devait reboiser, qui étaient reboisées depuis 5 ans, 6 ans, mais il n'y a pratiquement pas de plan en terre. Il n'y a pas de plan en terre. Alors qu'on nous dit que là-bas, ils ont reboisé. Mais ce qu'on a constaté qui est pire, c'est qu'on a trouvé les plants qui devaient servir à être reboisés, là, sont finalement restés dans la broussaille. Ça n'a pas été planté. Et donc, ça aussi, je pense qu'à ce niveau, souvent, il y a un manque de rigueur. Il y a un manque de rigueur sur différents projets. Alors que c'est un projet qui a coûté beaucoup de millions. Voilà. Les gens ont pris des photos, ils ont tiré des photos. C'est même passé à la télévision. Je ne vais pas dire de nom
d'organisation, c'est même passé à la télévision. Mais après, 5 ans plus tard, on se retrouve avec une surface nue, dénudée, où il n'y a rien. Et donc, moi, l'un des trucs que je trouve, c'est que dans le contrat des prestataires, dans le contrat qu'on doit mettre envers un prestataire de reboisement, on doit mettre le volet suivi. Il est responsable du suivi. Et voilà la période à laquelle il doit faire le suivi. Voilà, le remplacement des plans, l'entretien des plans. Voilà, tout est écrit dans le contrat. Là, s'il ne respecte pas, le financement qui est alloué à cette rubrique ou bien à cette activité, il ne percevra pas cet argent-là. On va faire appel encore à un autre prestataire pour pouvoir jouer ce rôle-là. Donc, je pense qu'il faut beaucoup plus de rigueur. Voilà, il faut beaucoup plus de rigueur. Il faut pouvoir mettre ça dans les contrats de reboisement pour ne pas que les gens viennent simplement planter et puis partir. Super. Contractualiser le suivi des plans. Merci, M. Kadio. Bon, Espérance, comme tu es de la maison, on va peut-être te laisser poser ta question en dernière position et on va laisser la parole à Ablo Timité Barry. Allez-y pour votre question. Merci, Espérance. Ma question est la suivante. Au regard des différentes données présentées, l'Afrique figure parmi les continents qui contribuent le moins à la pollution mondiale. Pourtant, elle demeure l'une des régions les plus touchées par les effets du changement climatique et des dégradations environnementales. Comment le docteur explique cela? Parce que ceux qui polluent plus sont en Europe. Nous sommes en Afrique, c'est nous qui sommes plus impactés. Je voudrais savoir comment on peut nous expliquer ça. Voilà. Ouais. Grosse question pertinente. Ouais. Allez-y, monsieur Dr Kadio. Ça, c'est une très bonne question. Hein. Ça, c'est une très bonne question. Il faut dire que moi-même, par moment, je me suis posé cette question. Mais pourquoi est-ce que eux, ils dégradent le plus et c'est nous, on est beaucoup plus affectés? Et là, ma réponse, j'ai trouvé ça dans les stratégies d'adaptation. Les stratégies d'adaptation. Il faut dire que c'est vrai qu'eux, ils produisent le plus. Les effets sont là, mais eux, ils réfléchissent à pouvoir amortir la conséquence. Voilà. C'est-à-dire que l'action est posée, mais en même temps que l'action est posée, il y a déjà une réflexion pour voir comment est-ce que s'adapter ou bien créer une stratégie de sorte à pouvoir minimiser les effets que ça aura sur, comment on appelle ça même, sur la population ou bien sur le territoire. Tout réside dans les stratégies d'adaptation. Tout réside dans les stratégies d'adaptation, dans les solutions déjà proposées pour pouvoir amortir l'effet du changement climatique dans la zone. Donc, ça, c'est un élément de réponse. Je ne dis pas que c'est la réponse qui est là en totalité, mais je pense que tout réside dans la stratégie d'adaptation. Voilà. Oui. Nous, on n'est pas proactifs, on n'est pas prévoyants. Par contre, eux voilà, ils se préparent avant même que l'événement n'arrive. Voilà. Oui. Ils se préparent avant que l'événement n'arrive. Donc, c'est facile à contrer ça avant même que l'élément même n'arrive sur l'effet se fasse ressentir au niveau de la population et du territoire. Donc, ça, c'est un élément de réponse que je voulais apporter. D'accord. C'est vrai. Il y a peut-être aussi d'autres enjeux en termes de vulnérabilité, des enjeux même liés à notre position par rapport au globe et puis à notre niveau de développement. Parce que le docteur parlait tout à l'heure d'ingénierie territoriale, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter. Et il y a peut-être aussi le fait que nous, avant même qu'il y ait le changement climatique, on a déjà pas mal de vulnérabilité. Donc, lorsqu'on ajoute le changement climatique, il y a des risques qui vont se produire justement en cascade. Voilà. Merci beaucoup, Dr Kadio. Alors, dernière question. Oui. Vas-y, Espérance. D'accord, merci pour la parole. Bon, j'aimerais remercier le docteur pour sa brillante présentation et puis aussi le féliciter pour son action qu'il pose à Daloa de manière communautaire. Moi, je comprends parce que j'ai des connaissances qui veulent quitter Abidjan pour Daloa. C'est la raison principale du poste, parce qu'il fait beau vivre à Daloa.
Maintenant, moi, j'aimerais savoir, vous avez donné des solutions au niveau individuel, ce qu'on doit faire avec les éco-gestes, et puis au niveau communautaire, comme ce que vous faites à Daloa. Mais est-ce qu'il n'y a pas des exemples concrets que le gouvernement ivoirien a eu à faire pour lutter contre le changement climatique? S'il y en a, j'aimerais avoir quelques exemples. Maintenant, pour revenir sur les plans qui sont abandonnés après la, après être planté, voilà. Moi, j'aimerais vous demander quelque chose. Il y a des personnes qui peuvent le faire de manière bénévole. C'est-à-dire qu'elles voient qu'il y a un besoin quelque part, elles veulent aider peut-être des enfants à apprendre à des enfants à planter, à prendre soin de la nature et autres. Maintenant, une fois qu'elles finissent de le faire, bon, elles partent sur cette manière bénévole. Et puis, quelques temps après, bon, il n'y a pas de trace de plante qui a été quelque part là, une fois tout est mort, ça a disparu. Quelle solution vous pouvez apporter à ces personnes-là qui tentent avec leur humble moyen d'aider, mais après, il n'y a pas de suivi, vu que c'est de manière bénévole et puis ils n'ont pas de moyens financiers pour continuer la démarche. Ouais, Merci. deux belles questions, ouais, deux belles questions. Allez-y, docteur Kadio, sur les enjeux, enfin, des solutions structurelles au niveau même institutionnel, politique, en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas rien qui se fait en l'espère, on l'imagine. Est-ce qu'il y a des projets phares, des stratégies phares qui sont actuellement en œuvre et qu'on peut citer à titre d'exemple? Allez-y. Oui, dire qu'il n'y a pas de projet, que le gouvernement ici, ça sera ne pas dire la vérité. Le gouvernement travaille aussi, travaille pour pouvoir réduire, en ce sens même que le gouvernement a créé en 2012 le programme national de changement climatique, qui est un programme qui coordonne toutes les actions de lutte contre le changement climatique. Donc ça, c'est déjà bon, c'est déjà bien pensé de pouvoir faire ça. Il y avait un projet, je ne sais pas en quelle année c'était lancé, zéro déforestation, zéro carbone. J'ai oublié un peu le titre de ce projet. En fait, c'était un projet aussi qui visait à lutter contre le changement climatique et qui était initié par le gouvernement. Voilà. Aussi, il y a beaucoup de programmes. On peut citer même généralement avec l'ANADE, où l'État essaie d'appuyer les populations au niveau de comment est-ce qu'il faut planter, de l'itinéraire technique et de l'utilisation de plus en plus d'arbres qui doivent associer à leur culture. Parce que généralement, ce qui se faisait, c'est qu'un individu seul peut venir et déforester 30 hectares lui seul comme ça et mettre du cacao sans arbre. Et donc, de plus en plus, le gouvernement ivoirien, dans différentes politiques, valorise l'agroforesterie. Et ce volet-là, c'est l'ANADEC qui le gère bien au quotidien sur le terrain. Donc, il y a des projets. Il y a des projets que l'État a initiés, voilà, pour pouvoir faire face au changement climatique. Mais de mon point de vue personnel, je préfère le dire, de mon point de vue personnel, je trouve que ces actions-là sont insuffisantes. Je trouve que ces actions-là sont insuffisantes et que l'État ivoirien peut faire plus. Oui, en ce qui concerne les plans qui sont mis en terre et qui ne réussissent pas, je pense que pour ces gens de cas-là, il faut pouvoir s'approcher de spécialistes. Voilà. Parce que chaque plante est adaptée à un environnement bien précis, surtout à un sol bien précis. Voilà. Il y a des plantes qui ne poussent pas partout vraiment. Il y a des plantes aussi qui ne s'adaptent pas face à une forte chaleur ou bien à une zone qui est vraiment beaucoup humide. Donc, il ne s'agit pas parce qu'on veut aider, contribuer à reboiser, prendre n'importe quelle plante et mettre en terre. Voilà. Il faut pouvoir au moins étudier un peu l'écologie du milieu pour savoir plus ou moins quoi planter. Et généralement, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de juste regarder dans la zone où vous voulez planter les espèces que vous retrouvez le plus souvent. Voilà. Si vous regardez dans le milieu et que vous voyez les espèces qui sont là le plus souvent, vous pouvez savoir c'est quel type de plante il faut mettre là.
Voilà. Vous ne voyez pas, je prends un exemple banal, hein, vous ne voyez pas des techs d'un environnement, et puis vous voulez reboiser un coin, une superficie, et c'est le tech que vous allez prendre pour mettre sur ce sol-là. Mais ça ne va pas pousser parce que cette plante n'est pas adaptée au milieu. On est totalement nourri par ces interventions. Et on va peut-être, si le docteur le permet, prendre la dernière question de Alain avant de clôturer cette journée de formation. Allez-y, Alain. Merci beaucoup, monsieur, et vraiment un grand chapeau à Dr Kadio Noël, voilà, qui est un grand chercheur, en tout cas depuis longtemps. Voilà, je le connais très bien et vraiment, il lutte vraiment en faveur du changement climatique. Je lui dis merci pour ses interventions et puis pour sa contribution en matière de la lutte contre le changement climatique. C'était pour apporter une contribution suite à la demande de la dame qui a posé la question tout à l'heure concernant les actions du gouvernement. C'était pour compléter un peu, pour dire que le gouvernement ivoirien s'est fixé pour objectif d'atteindre un mix énergétique d'ici 2030, voilà, atteindre environ 40%, parce que auparavant, l'énergie de la Côte d'Ivoire était totalement hydrique et le gouvernement s'est fixé pour objectif de faire un mix. C'est pourquoi il y a des centrales électriques éoliennes, voilà, au niveau de Bondiali, un peu au nord là-bas, et ça commence à descendre. À côté de cela aussi, il y a un autre objectif qui est d'atteindre la couverture, couvrir 20% de la couverture nationale de la forêt. Voilà, donc ce sont ces deux actions que je sais en matière de contribution du gouvernement ivoirien. Merci beaucoup. Je pense qu'on va peut-être clôturer la session là. On va juste laisser peut-être le docteur donner un dernier mot son mot de fin avant qu'on ne clôture la session. Il y a des questions concernant la mise en lien avec les intervenants. Je pense que nos intervenants sont sur LinkedIn. Le docteur Kadio est très actif sur LinkedIn. C'est d'ailleurs à saluer. C'est pour ça qu'il faut de plus en plus de chercheurs de notre génération ou d'une génération, en tout cas, proche de la nôtre. Voilà, parce que LinkedIn, les réseaux sociaux, c'est notre ère et c'est souvent là qu'on peut davantage vulgariser. Donc, je pense que le docteur Kadio est sur LinkedIn. Je peux peut-être après, on pourra partager dans le groupe WhatsApp les liens de son profil et vous pourrez justement éventuellement vous connecter à lui et directement discuter. Pareil pour la communauté des conférenciers et shifters. On pourrait également donner leur LinkedIn dans le groupe WhatsApp et si les intervenants le souhaitent, on pourra partager d'autres informations. Donc voilà, on va le faire ainsi. Donc, docteur Kadio, n'hésitez pas, on est à la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot de fin à l'endroit des participants et tout ça? Merci à vous. Merci, Monsieur Kwame, pour la parole. Les mots de fin sont les mots de remerciement. Voilà. Les mots de remerciement, mes premiers mots de remerciement vont à l'endroit de l'ONG Bien Vert, qui, vous voyez dans ma présentation, est un pilier en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Déjà, vous faites de la sensibilisation, de la formation, et ça, c'est une des méthodes de lutte contre le changement climatique. Et c'est à saluer. Voilà. Moi, toutes les organisations qui luttent comme ça contre le changement climatique, immédiatement, moi, je m'associe à elles en même temps. Donc, je voudrais vous remercier pour cet atelier que vous avez fait. Aussi, vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir partager ma passion aux autres. Parce que pour moi, c'est une passion. L'environnement, tout ce qui touche l'environnement, c'est une passion. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ai pris à pouvoir développer ce thème-là au cours de votre atelier. Et vraiment, j'aimerais vous remercier. J'aimerais aussi remercier les participants, voilà, pour leur présence, pour leur disponibilité. Voilà. Nous tous, on est, bon, peut-être qu'il n'y a pas des Ivoiriens dedans, mais
C'est un samedi, il est plein 16h, 17h, mais vous êtes là pour pouvoir apprendre, pour pouvoir partager vos connaissances aussi. Voilà. Pendant que d'autres jeunes sont déjà dans des plein air en train de boire, vous courez vers la connaissance, vous courez vers, comment on appelle ça, le bien-être de la communauté. Donc, je voudrais vraiment acclamer les auditeurs, l'ensemble des auditeurs qui sont là. Voilà. Je voudrais vraiment vous acclamer. Et puis, moi, je suis ouvert, monsieur Kwame, l'ONG Bienvert. Je suis totalement ouvert. S'il y a une autre opportunité, voilà, d'intervenir, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de problème. Voilà. Si je suis disponible seulement, je suis là. Parce que par moi, je suis un peu indisponible. Si je suis disponible, que je peux être là, je ferai l'effort d'être là pour accompagner l'ONG, pour mener les actions aussi avec vous. Donc, Super, sur ce, je voudrais vous remercier. super, super. En tout cas, sur ces belles paroles, donc merci encore à nos deux intervenants. Dans la première séquence, nous avions Monsieur Jérôme Gauvin, conférencier donc des shifters, qui était connecté avec également donc Madame Catherine Azoulay. Donc merci pour votre présence. Merci encore au docteur pour ce focus sur l'Afrique, pour les échanges. Merci aux participants assidus à ce cycle de formation. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre module. D'ici là, restez connectés à nos canaux et portez-vous bien.